Et si les récents affrontements au Burkina Faso n'étaient que la partie visible d'un immense iceberg cachant une lutte bien plus profonde, où l'or, le pouvoir et l'avenir même de la jeunesse se retrouvent pris en otage. Depuis plusieurs semaines, l'attention du pays et de la communauté internationale est focalisée sur les batailles qui déchirent Nakambe, Est et Gourma. Mais derrière les images spectaculaires et les bilans chiffrés, une question fondamentale demeure. Pourquoi tout à coup ces trois régions deviennent-elles le point de bascule pour l'avenir du pays? Pourquoi ces terres, autrefois simples zones rurales, sont-elles devenues le théâtre d'un affrontement qui pourrait redéfinir le destin du Burkina Faso pour des décennies? Rien ici n'est dû au hasard. Pour comprendre la portée de ces événements, il faut d'abord saisir la géographie de la crise. Les régions de Nakambe, de l'Est et du Gourma forment ensemble un couloir stratégique, comparable à une veine principale irriguant le corps d'un pays. Ce couloir relie non seulement les grandes villes comme Ouagadougou, Fadane Gourma ou Kaya, mais il constitue aussi l'axe vital des routes commerciales qui transportent marchandises, vivres et richesses. Or, parmi ces richesses, l'or occupe une place à part. Depuis des années, ce métal précieux, extrait de manière artisanale ou semi-industrielle, alimente discrètement une économie souterraine tentaculaire. Prenons un exemple concret. Dans le petit village de Bantara, niché entre Nakambe et l'Est, des dizaines de sites d'orpaillage informels se sont développés en l'espace de quelques années. La nuit, des camions banalisés, souvent chargés à ras-bord de sacs de terre dorée, traversent les pistes pour rejoindre des intermédiaires. Chaque gramme d'or arraché à la terre nourrit les caisses des groupes armés. Cet or, une fois vendu à des négociants sans scrupules, finance l'achat d'armes, de munitions et même de véhicules tout-terrain. Les autorités locales, souvent impuissantes ou corrompues, ferment les yeux. Ainsi, une économie parallèle s'est installée, sapant les fondations de l'État officiel. Aujourd'hui, le contrôle de ce couloir stratégique va bien au-delà d'une simple conquête territoriale. Il s'agit d'imposer son autorité sur les routes, de taxer chaque passage, de contrôler les marchés et d'influencer la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Si l'État, l'armée ou même les communautés locales perdent ce combat, c'est tout l'équilibre de la sécurité nationale qui s'effondre. La violence pourrait alors s'étendre à une échelle jamais vue, comme cela s'est produit au Nigeria voisin, où la perte de contrôle sur le delta du Niger a plongé le pays dans un cycle de violence interminable. Les ressources vitales, elles, risqueraient de tomber aux mains de réseaux mafieux ou terroristes, entraînant un effondrement économique et social. Pour la population, l'enjeu est colossal. Il ne s'agit pas simplement de perdre des frontières ou du territoire, c'est l'avenir même du pays qui est en jeu. Perdre cette bataille, c'est exposer le Burkina Faso à une instabilité durable, compromettre son développement et condamner une génération entière à grandir dans la peur et l'incertitude. On l'a vu en Sierra Leone dans les années 90, où la guerre du diamant a sacrifié une génération d'enfants et détruit les infrastructures du pays. Mais pour comprendre pourquoi la convoitise autour de cette zone atteint aujourd'hui son paroxysme, il faut remonter aux racines du conflit. Il faut analyser comment, lentement, mais sûrement, la situation a dérapé, année après année, jusqu'à ce point de rupture. Revenons une vingtaine d'années en arrière. À l'époque, Nakambe, Est et Gourma n'étaient pas synonymes de chaos. Les villages vivaient principalement de l'agriculture et de l'élevage. Les marchés étaient animés, les fêtes de village rythmaient la vie. Mais déjà, sous la surface, des tensions couvaient. La pauvreté persistante, l'absence de services publics, le sentiment d'abandon par la capitale, tout cela a créé un terrain fertile pour la contestation. Les jeunes, privés de perspectives, cherchaient à partir vers les villes ou même à l'étranger. L'histoire récente montre que les groupes armés ne sont pas nés du hasard. Ils ont émergé dans le sillage de la pauvreté, du repli de l'État et de l'abandon progressif des campagnes. Là où l'autorité officielle reculait, ces groupes se sont imposés, redéfinissant les règles du jeu pour toute une population. C'est le même schéma que l'on a observé dans d'autres pays du Sahel, comme le Mali ou le Niger, où la vacance de l'État a permis à des groupes armés de fleurir et de s'enraciner durablement. Mais ici, l'enjeu dépasse la violence brute. Les groupes armés ont très vite compris le potentiel de l'économie informelle, notamment de l'or. Derrière des sites cachés, souvent à l'écart des routes principales, ils ont bâti de véritables mines d'or noir, hors de portée des autorités. Contrôler ces couloirs stratégiques, c'est pouvoir taxer chaque gramme produit, filtrer les routes commerciales, s'assurer un flux d'argent vital pour poursuivre la guerre. C'est un cercle vicieux. Plus ils gagnent d'argent, plus ils achètent d'armes, plus ils imposent leurs lois.
Pour illustrer ce phénomène, prenons le cas du site aurifère de Boungou, dans la région de l'Est. En 2018, une attaque majeure contre une compagnie minière internationale a paralysé l'exploitation pendant des mois. Les groupes armés ont non seulement profité du vide sécuritaire pour piller les installations, mais ils ont aussi recruté localement, promettant protection ou gain rapide à des jeunes désœuvrés. Ce type d'événement n'est pas isolé. En Centrafrique, en République démocratique du Congo, le contrôle des mines a toujours été un levier de puissance pour les groupes armés. L'histoire se répète au Burkina Faso. La chute progressive de ces zones rurales a bouleversé la vie de milliers de familles. Les marchés locaux se sont effondrés, l'exil forcé est devenu monnaie courante et la violence s'est installée dans le quotidien. Pour de nombreux enfants, l'école a disparu, la santé s'est devenue inaccessible et l'avenir s'est resserré autour d'une seule idée: survivre. On peut citer le cas de la commune de Pama, où plus de la moitié des écoles ont fermé en moins de 2 ans, privant des milliers d'enfants de leur droit à l'éducation. Aujourd'hui, les opérations militaires tentent de briser cette spirale infernale, mais il ne s'agit plus seulement de reprendre des villages comme lors des opérations classiques de contre-insurrection. Il s'agit de rétablir l'ordre, de renouer le lien entre l'État et ses campagnes, de restaurer l'accès aux ressources vitales. Car sans reconquête de ces territoires, le Burkina Faso tout entier risque de perdre pied, de se couper de ses richesses et de ses populations. Ici, la survie de l'État-nation, la sécurité de millions de citoyens et l'espoir d'une reconstruction durable sont en jeu. Pour saisir la gravité de la situation, il faut regarder les parallèles historiques. Au Libéria, dans les années 2000, la perte de contrôle sur les zones minières a plongé le pays dans une guerre civile sanglante, où l'État ne contrôlait plus que la capitale. Au Mozambique, la lutte pour le contrôle des mines de rubis dans la province de Cabo Delgado a donné naissance à une insurrection islamiste meurtrière. Burkina Faso est à la croisée des chemins. Soit il reprend la main, soit il s'enfonce dans la spirale de la violence. La suite de cette histoire nous montre comment les opérations sur le terrain tentent de desserrer l'étau, mais chaque avancée a un prix. Les prochains jours, semaines et mois seront décisifs pour l'avenir du pays. Un phénomène particulièrement alarmant est venu bouleverser les lignes du conflit, le recrutement d'enfants par les groupes armés. Ce n'est pas seulement une atrocité morale, c'est l'ultime signal d'alarme d'un système en train de s'effondrer. Dans les régions de Nakambe, Est et Gourma, on assiste à une transformation radicale du conflit. Autrefois composés presque exclusivement d'adultes, les groupes armés se tournent désormais de plus en plus vers les plus jeunes. Cette évolution traduit une réalité crue, la disparition massive des membres adultes. Beaucoup ont été tués lors des opérations militaires, d'autres se sont enfuis ou ont tout simplement perdu foi en la lutte. Les groupes armés acculés exploitent désormais la vulnérabilité des enfants, les utilisant comme messagers, espions, porteurs de munitions, voire comme combattants de première ligne. Pour certains, la guerre commence à 12 ou 13 ans. Comment en est-on arrivé là? La fermeture prolongée des écoles, conséquence directe de l'insécurité, a arraché des milliers d'enfants à leur unique abri, à leur routine, à leur filet de sécurité. Privés d'encadrement, isolés de leurs proches, ils deviennent la proie facile de toutes les manipulations. Les groupes armés exploitent ce vide, promettant protection, nourriture ou argent facile. Ce n'est pas sans rappeler les méthodes employées par les milices en Ouganda dans les années 80, où Joseph Kony avait recruté des milliers d'enfants pour former son armée de résistance du Seigneur. Ce recours massif à l'enfance n'est pas une simple évolution tactique, c'est la manifestation la plus inquiétante d'un système à bout de souffle. Quand des enfants remplissent des rôles autrefois réservés aux adultes, c'est le signe d'une dégradation profonde. Ce choix brise non seulement l'enfance, mais sème aussi des blessures durables dans la société tout entière. Les enfants soldats d'aujourd'hui deviennent souvent des adultes traumatisés, incapables de réintégrer la vie civile, comme on l'a vu au Libéria ou en Sierra Leone. La militarisation de l'enfance entraîne des conséquences irréversibles. Si rien ne change, le Burkina Faso risque de voir émerger une génération entière marquée par la violence, la méfiance et l'exclusion. Les enfants soldats d'aujourd'hui pourraient-on redevenir demain des adultes marginalisés, rejetés par leur communauté, fragilisant encore davantage la cohésion sociale et la reconstruction du pays. L'expérience du Rwanda après le génocide a montré combien il est difficile de reconstruire une société quand une génération entière porte les stigmates de la guerre. Mais pourquoi ce phénomène s'accélère-t-il précisément maintenant? Les dernières opérations militaires ont frappé au cœur les réseaux logistiques et financiers des groupes armés.
Les attaques répétées contre les routes d'approvisionnement, les caches d'armes et les sites aurifères ont désorganisé leur structure. Désormais coupées de leurs ressources et de leurs bases traditionnelles, ces organisations se rabattent sur la seule ressource qui leur reste, les enfants. C'est un aveu de faiblesse, mais aussi une stratégie cynique pour prolonger la lutte en exploitant la vulnérabilité extrême des plus jeunes. Ce constat est alarmant. En affaiblissant les groupes armés sur le plan militaire, l'armée burkinabé a exposé leur vulnérabilité, mais elle a aussi déclenché une réaction dangereuse, le recrutement massif des enfants. Si rien n'est fait, une génération entière risque de sombrer dans la marginalisation, le ressentiment et la violence permanente. Le coût social serait incalculable, des années, voire des décennies de reconstruction sociale, institutionnelle et psychologique compromise. On l'a vu en Afghanistan où chaque génération sacrifiée retarde d'autant la paix. Face à cette situation, la communauté internationale commence à s'inquiéter. Des ONG, comme Save the Children ou l'UNICEF, multiplient les alertes et appellent à une mobilisation urgente pour protéger les enfants. Mais les réponses sont souvent insuffisantes, faute de moyens ou de volonté politique. Sur le terrain, certains enseignants organisent des coins des écoles clandestines, des chefs de village cachent les enfants lors des recrutements forcés, et des femmes s'organisent pour rapporter les cas d'enrôlement aux autorités. Ces initiatives locales sont précieuses, mais elles restent fragiles sans un soutien massif de l'État. Alors, face à l'urgence, comment enrayer cette spirale? Comment protéger ces enfants avant qu'il ne soit trop tard? Les réponses, complexes et urgentes, dépassent largement le simple affrontement militaire. Il faut agir sur plusieurs fronts: rétablir l'accès à l'éducation, renforcer les services sociaux, offrir des alternatives économiques aux jeunes et surtout restaurer la confiance dans l'État. Le Burkina Faso n'a peut-être qu'une seule chance: transformer une victoire militaire encore fragile en une paix durable. Mais rien n'est acquis. À chaque instant, tout peut basculer. L'histoire regorge d'exemples où une victoire militaire n'a pas suffi. En Irak, la chute de Saddam Hussein n'a pas apporté la paix, faute de reconstruction et de légitimité de l'État. En Côte d'Ivoire, la fin de la guerre civile a nécessité des années d'efforts pour réconcilier les communautés. Aujourd'hui, 3 futurs sont possibles. Le premier, porteur d'espoir, verrait l'État restaurer rapidement l'éducation, la santé et la justice. Les villages reprennent vie, les écoles rouvrent, la confiance renaît, la sécurité s'installe enfin. Pour atteindre cet objectif, des mesures concrètes sont nécessaires: recrutement d'enseignants, réhabilitation des écoles, distribution de kits scolaires, création de cliniques mobiles, formation de magistrats itinérants pour régler les litiges locaux et lancement de chantiers publics pour stimuler l'emploi. Le Rwanda, après le génocide, a su rebâtir son système éducatif en quelques années grâce à une mobilisation nationale. Mais ce scénario positif ne tient qu'à un fil. Si les efforts patinent, manque de ressources, lenteur administrative, promesses non tenues, la frustration grandit. Dans ce cas, le cycle de violence menace de recommencer. Les groupes armés, affaiblis mais toujours présents, pourraient non regagner du terrain, surtout si les populations ne constatent aucun changement concret. On a vu en République centrafricaine comment la lenteur de la reconstruction a permis aux groupes rebelles de reprendre la main. Le troisième scénario, plus incertain, dépend des choix géopolitiques du Burkina Faso. Le pays se rapproche du Mali, du Niger et de la Russie, tout en se détournant de ses anciens alliés occidentaux. Cette redéfinition des alliances peut amener un soutien militaire ou financier, mais elle risque d'accentuer l'isolement diplomatique si elle est mal maîtrisée. L'exemple du Mali, après le départ des forces françaises et l'arrivée du groupe Wagner, montre que ce type de transition peut entraîner de nouveaux risques: perte d'appui financier, sanctions internationales et aggravation de la crise humanitaire. Au centre de tous ces futurs, la gestion de l'or est cruciale. Longtemps source de revenus pour les groupes armés, les mines doivent désormais profiter aux populations locales. Si l'État échoue à sécuriser et redistribuer ces richesses, la défiance et la corruption risquent de miner la cohésion sociale. Des comités villageois de gestion, une transparence complète sur les recettes minières et une redistribution visible des bénéfices sont indispensables. Le Botswana, en Afrique australe, a réussi à transformer la manne du diamant en moteur de développement par une gestion transparente et inclusive. La réintégration des zones libérées s'annonce tout aussi difficile. Il faudra convaincre des populations traumatisées que la paix n'est plus un slogan, mais une réalité tangible. Cela exige des actes concrets: retour des écoles, accès à l'eau potable, hôpitaux fonctionnels, justice pour les victimes et programmes de réinsertion pour les ex-combattants.
Au Libéria, la réintégration des anciens enfants soldats a nécessité des années de suivi psychologique, de formation professionnelle et de campagnes de sensibilisation. Cet équilibre reste menacé par un autre danger, d'éventuels abus des forces locales ou l'incapacité à restaurer les services essentiels. La moindre erreur peut rallumer la colère, ouvrir la porte aux discours extrémistes et replonger le pays dans l'instabilité. En Afghanistan, le retour de la corruption et les abus des forces de sécurité ont sapé les efforts de stabilisation, rendant la population plus vulnérable aux discours talibans. Désormais, la bataille ne se joue plus seulement sur le terrain militaire. Elle concerne la souveraineté nationale, la capacité du Burkina Faso à contrôler son territoire et ses ressources, loin des influences extérieures. Stabiliser le pays devient une question d'indépendance, de légitimité et de survie. Si cette fenêtre historique se referme sans avancée concrète, les conséquences seront lourdes. La violence pourrait revenir, les ressources échapper à tout contrôle et l'isolement international s'accentuer. Les enjeux sont plus élevés que jamais et la moindre faute pourrait tout compromettre. Mais l'histoire n'est pas encore écrite. Ce sont les choix des prochaines semaines, des prochains mois, qui décideront si le Burkina Faso bascule vers la paix ou replonge dans la tourmente. Le pays doit s'inspirer des réussites d'autres nations. La Colombie, après des décennies de guerre avec les FARC, a su engager un processus de paix incluant réformes agraires, justice transitionnelle et réintégration des ex-combattants. Rien ne sera facile, mais l'espoir demeure tant que la volonté politique est là. La partie la plus difficile commence lorsque les armes se taisent. Reconstruire, rassurer, empêcher la violence de renaître, voilà le vrai défi. Une victoire militaire, aussi chèrement acquise soit-elle, reste vaine si l'État n'arrive pas à enraciner la paix sur le terrain, dans chaque village, chaque famille, chaque cœur blessé. C'est ici que se joue l'avenir du Burkina Faso, bien au-delà des champs de bataille. Dans chaque village repris, restaurer la discipline et la légitimité de l'État devient urgent. Il faut convaincre habitants et observateurs que le retour de l'armée rime avec justice, non pas seulement avec ordre imposé. Un contrôle équitable des zones libérées, accompagné de mécanismes de surveillance locale, établit les bases d'une autorité respectée, essentielle pour éviter le retour du chaos. Au Timor oriental, la création de comités de paix villageois a permis de restaurer la confiance après des années de guerre civile. Le redéploiement rapide des services publics est vital. Routes accessibles, centres de santé en état, écoles à nouveau ouvertes. Surtout, le remettre les enfants sur le chemin de l'école coupe court à l'influence des groupes armés, réduisant le risque d'enrôlement forcé ou de manipulation. Cette présence concrète de l'État ranime l'espoir pour des familles meurtries. Des programmes de cantines scolaires peuvent aider à attirer les enfants tout en soulageant les familles appauvries. Les volontaires pour la défense du territoire, véritables héros locaux, restent indispensables. Pourtant, sans supervision stricte, certains peuvent abuser de leur pouvoir, semant la défiance ou aggravant les tensions entre communautés. Leur intégration et leur encadrement par des autorités responsables sont donc essentiels pour préserver la confiance populaire et prévenir les débordements. La création de comités de discipline, incluant des leaders traditionnels et des femmes, peut aider à prévenir les abus. Dans ces régions riches en or, la gestion responsable des revenus miniers devient cruciale. Si l'État succombe à la corruption ou à la prédation, il perdra le soutien du peuple et ruinera toute perspective de progrès. Mais une redistribution équitable, des investissements visibles dans les infrastructures, routes, hôpitaux, écoles, et une transparence réelle peuvent de consolider la paix et offrir des espoirs concrets à la jeunesse. Le Ghana, pays voisin, a montré qu'une fiscalité minière bien gérée peut financer l'éducation et la santé. La vraie victoire, pourtant, n'est ni militaire ni économique. Elle réside dans le retour de la dignité. Lorsque l'État protège les plus vulnérables, répond aux attentes et restaure la confiance, la société peut enfin guérir et regarder vers demain. Échouer sur ces points, ce serait trahir le sacrifice de ceux tombés pour la nation et laisser la porte ouverte à une nouvelle vague d'instabilité. Le chemin sera long, semé d'embûches, mais chaque pas compte. Au terme de ce tournant historique, une question s'impose. Le Burkina Faso saura-t-il transformer ses victoires sur le terrain en paix durable? Aura-t-il la force d'éviter les pièges qui ont englouti tant d'autres pays en reconstruction? L'heure est à la vigilance, à l'action collective, à l'exigence vis-à-vis des dirigeants. Il ne reste qu'un mince espoir à saisir, mais chaque décision à venir pèsera lourd. L'histoire du Burkina Faso s'écrit maintenant.
dans l'épreuve de la reconstruction. La paix ne se conquiert pas seulement par les armes, mais se bâtit chaque jour, dans chaque classe rouverte, chaque puits réparé, chaque marché réanimé, chaque blessure pansée. Les avancées militaires dans les régions de Nakambe, de l'Est et du Gourma ravivent l'espoir. Pourtant, une question demeure. Une reconquête par la force suffit-elle à garantir un Burkina Faso souverain et stable ? La véritable victoire ne se compte ni en kilomètres gagnés, ni en groupes dispersés, mais dans l'ancrage de réformes durables, d'une justice retrouvée, d'un État proche de ses citoyens. Derrière chaque village libéré, la reconstruction commence vraiment. Il faut rebâtir les écoles, rouvrir les marchés, rétablir l'accès à la santé, à l'eau potable. Chaque service public restauré ressoude un peu plus le lien entre l'État et la population. Mais si l'élan faiblit ou que la reconstruction s'arrête à la surface, les vieux démons de la méfiance et de la fragmentation rôderont à nouveau. La vigilance citoyenne, la mobilisation des jeunes et des femmes, la participation active des communautés seront les clés d'une reconstruction réussie. L'avenir du Burkina Faso se joue sur un équilibre fragile. Transformer les victoires militaires en progrès durable. Cela exige plus que des offensives. Il faut une transparence totale, une gestion équitable des ressources et surtout une volonté politique à toute épreuve. Chacun, citoyen comme communauté, doit veiller, exiger des comptes et prendre part à la refondation démocratique. Des plateformes de concertation locales, des audits publics réguliers et des médias libres et responsables seront essentiels pour surveiller et guider la reconstruction. Car le combat n'est pas terminé. Il change simplement de forme. Gagner la paix durable implique de guérir les blessures de la guerre, soutenir les victimes, résister à la tentation autoritaire et éviter que le retour de l'État ne soit qu'une illusion. La survie du Burkina Faso dépend d'un nouveau contrat social, où chaque citoyen trouve sa place et sa sécurité. La Tunisie, après sa révolution, a lancé des dialogues nationaux pour inclure toutes les voix. Le Burkina Faso pourrait s'en inspirer. Les prochains mois seront cruciaux. À chaque étape, il faudra surveiller de près l'évolution du terrain, dénoncer les dérives, réclamer la place de la société civile dans la reconstruction. Seule une vigilance inlassable et un engagement collectif permettront de transformer l'espoir en réalité. L'histoire l'a prouvé, les peuples qui se relèvent sont ceux qui refusent l'indifférence et l'injustice. Pour conclure, la question de départ reste entière. Le Burkina Faso saura-t-il surmonter la tentation de la revanche, éviter les divisions et bâtir un avenir commun ? Tout reste possible, mais tout dépendra de la capacité du pays à apprendre des erreurs du passé, à unir ses forces et à ne jamais sacrifier la jeunesse à la fatalité. La paix, plus qu'un objectif, doit devenir un engagement quotidien, partagé par tous. Le vrai défi commence